Le château d'Amboise fait partie des grandes demeures de la couronne de France au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est un château que Louis XI a fait construire pour protéger son fils, le dauphin Charles, et que Charles VIII, par la suite, va choisir pour établir le centre du royaume, un véritable palais finalement, un centre du pouvoir royal, et faire reconstruire plusieurs logis. Il conserve le logis de son père, mais il fait construire au-delà du fossé, à partir des années 1491 environ, plusieurs corps de logis, plusieurs bâtiments, dont un qui nous a occupés aujourd'hui, qui est le logis des 7 vertus. Le château d'Amboise a disparu à 70%. Le logis des 7 vertus a disparu, mais en tant que logis de réception, logis d'apparat, logis le plus important finalement, parce que c'est dans ce logis que l'on recevait les hôtes de marque et qu'habitait très certainement, c'est ce qu'on pense, qu'habitait le roi et la reine en période de fête et de réception. Le logis des 7 vertus avait donc une place vraiment particulière dans le château d'Amboise. Il faut imaginer un immense château avec environ 270 pièces, une dizaine de bâtiments majeurs, une église au centre du promontoire, un jardin. Tous ces éléments qui participaient à la vie de cour finalement ont disparu, et en restituant le logis des 7 vertus, on ne restitue pas tout le château, loin de là, mais on permet déjà au public de se faire une idée de ce qu'a pu être ce château qui a accueilli la cour. Alors le projet Médicis s'intitule ainsi, et c'est un acronyme. Il signifie mobilier décor intérieur de cour à la Renaissance, immersion spatiale. Alors l'objectif du projet concerne effectivement le décor, essayer de savoir de quelle manière a été constitué ce décor des grands châteaux de la Renaissance en Val-de-Loire, et qui sont des châteaux royaux. Le support immédiat, c'est Amboise, puisqu'il existait là une résidence de cour, où la cour de France séjournait fréquemment. Et donc nous avons eu l'idée de travailler sur une partie du château disparu, qui est le logis des 7 vertus. Cela passe donc par une restitution numérique, une modélisation d'un logis disparu qui a reçu la cour, et en particulier, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, le roi et la reine de France, c'est-à-dire Anne de Bretagne et Charles VIII. Ce logis a disparu en 2 temps, je dirais. Il a connu un grand incendie autour de 1788 qui avait dû commencer à le ruiner. Et puis, il a finalement été démantelé. On a vendu ces matériaux pour financer la restauration d'autres parties du château au tout début du XIXe siècle, vers 1806-1808. Alors le logis des 7 vertus d'Amboise est tout d'abord un logis royal. Il porte ce titre tout simplement parce qu'il était le lieu où résidait, lorsqu'ils étaient en Amboise, le couple royal, c'est-à-dire Charles VIII et Anne de Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle il adopte une disposition un peu particulière. La chambre du roi et la chambre de la reine, de part et d'autre d'une salle qui est commune, qui est une salle où ils prennent habituellement leur repas. Et c'est donc une distribution tout à fait originale qui affirme également le statut de la reine Anne de Bretagne, alors qu'auparavant le logis féminin se trouvait au niveau inférieur par rapport au logis du roi. Désormais, les 2 chambres du roi et de la reine sont réunies à un même niveau du logis. Le logis qui porte ce nom de logis des 7 vertus portait une iconographie particulière, c'est-à-dire portait des statues, un témoignage d'un voyageur qui dit avoir vu 7 vertus, 3 vertus théologales, 4 vertus cardinales, en pied, en statue, en terre cuite, qui ornaient les façades extérieures du logis. Donc le thème est un thème
qui développe le principe de la personnification, ont représenté sous la forme de personnes, de femmes, des qualités quelque part, des vertus, vertus du prince, qui lui permettent de bien gouverner. C'est là l'idée qui est derrière. On met en scène les vertus du prince, les vertus de Charles VIII, qui lui permettent d'exercer un bon gouvernement sur son royaume de France. C'est un thème auquel la reine Anne de Bretagne était particulièrement attachée, puisque les vertus figurent sur le tombeau qu'elle a commandité pour ses parents et qui se trouve actuellement à la cathédrale de Nantes, qui était autrefois dans la chapelle des Carmes à Nantes. Et donc ce thème des vertus est un thème qui était au cœur d'Anne de Bretagne, et on peut penser que c'est elle qui a voulu à un moment donné que ce décor, que cette thématique apparaisse à la façade principale du logis qui désormais devait être qualifié de logis des 7 vertus. Et donc la motivation a été pour nous de se poser des questions sur ces logis disparus et de tenter, à travers la quête de sources nouvelles, de les restituer. Et ça a été le cas du travail qui a été mené, conduit par cette équipe sur le logis des 7 vertus et sur sa restitution. Les modèles que nous avions réalisés précédemment, modèles virtuels de ces différents ensembles, étaient pour ce qui concerne le logis des 7 vertus assez sommaires, parce qu'il nous manquait tout simplement des informations sur ne serait-ce que le programme des fameuses vertus sur la façade. Quand on ne sait pas, on ne fait pas en matière de restitution, donc on s'était bien gardé d'aller dans le détail. Et c'est tout l'intérêt de ce projet, au-delà de la restitution du mobilier, c'est d'avoir réalisé des recherches beaucoup plus approfondies qui sont un vrai apport pour nous en termes de connaissances, et pour les visiteurs, eh bien, un vrai bonheur de découvrir toute la richesse architecturale de ce logis. Alors ce n'est pas la première fois qu'on a tenté de restituer ce logis des 7 vertus. Beaucoup d'historiens d'art auparavant étaient conscients de l'intérêt qu'il pouvait offrir. Mais c'est la première fois avec Médicis qu'un ensemble de relevés ont été faits de manière très précise grâce au procédé des scanners, et nous avons donc pu disposer de façon sûre d'un ensemble de données, de relevés, de cotes qui permettent véritablement de projeter une nouvelle image de ce logis, mais avec une échelle d'une extrême précision. Le logis des 7 vertus est documenté par un ensemble de sources textuelles assez conséquentes. On a tout d'abord quelques fragments de contes qui sont contemporains de sa construction, donc contemporains des années 1495-1498, qui concernent l'architecture et l'ameublement. Mais ce sont finalement des sources peut-être plus tardives qui documentent le mieux le château. Des sources textuelles, des procès-verbaux qui sont dressés et qui décrivent l'état du château au XVIIe et XVIIIe siècle et les travaux qu'il serait nécessaire de faire pour le maintenir en état. Ces procès-verbaux sont vraiment très précieux parce qu'on a cette description qui passe vraiment de pièce en pièce et qui permet de comprendre les espaces. Et puis on a un certain nombre de sources visuelles, iconographiques, des plans, des vues de Jacques Androuet du Cerceau qui datent du milieu du XVIe siècle, qui sont extrêmement précieuses, mais qu'on a dû là aussi interpréter quand même parce que Jacques Androuet du Cerceau est un homme du milieu du XVIe siècle qui a tendance à moderniser finalement le logis, à le rendre un peu moins gothique que ce qu'il n'était, et donc on a dû réfléchir aux transformations que Jacques Androuet du Cerceau a appliquées aux formes gothiques pour les rendre un peu plus modernes et renaissantes. À côté de ça, on a aussi des plans qui ont été levés, sans doute au moment où on veut réparer, transformer, entretenir le logis des 7 vertus, et qui nous ont permis de réfléchir en plan, et donc à partir de plans, de remonter les murs quelque part pour remonter le logis. Alors, le temps de la recherche est un temps long. Évidemment,
Il faut à chaque fois s'interroger, il faut discuter avec un ensemble de partenaires, il faut trouver les bonnes ressources, il faut qu'on puisse les engranger dans une base de données. Donc c'est un temps qui a demandé à peu près 3-4 ans pour arriver à cette première modélisation avec sans cesse des interrogations qui peuvent apparaître au fur et à mesure de chacune des étapes. Alors, le travail du chercheur a plusieurs facettes. On travaille en archives pour rassembler, dans les centres d'archives, pour rassembler de la documentation la plus ancienne possible, la plus contemporaine finalement de l'état que l'on souhaite approcher. Donc là, on cherchait en l'occurrence une documentation des années 1495-1500, même si on s'est appuyé aussi sur des documents plus tardifs. On a également beaucoup travaillé sur le terrain pour étudier les vestiges encore de ce logis qui est conservé dans ses parties basses, à côté de la rampe d'accès au château d'Amboise, là où actuellement sont installées la billetterie et la boutique. On conserve les parties basses, donc cellier, cave, du logis des Sept Vertus. Ces éléments ont été entièrement scannés et ça a été finalement la base de la restitution volumétrique du logis, c'est-à-dire qu'on est reparti de ces soubassements pour élever ensuite les murs dans les parties disparues et on a réalisé un certain nombre d'observations sur les matériaux employés par exemple, sur la dimension des quelques vestiges de baies, de briques, de pierres encore en place et qui permettent ensuite de réfléchir à l'ordonnance du logis dans son ensemble. Donc on a fait l'acquisition scanner laser de cette zone-là, des vestiges qui subsistent encore, c'est-à-dire les fondations du logis des Sept Vertus, et à partir de ces données géométriques, ça nous a servi de base pour restituer les volumes du logis. Et c'est vrai que lorsque Laurent Josserand à Orléans achève telle ou telle étape de restitution, les solutions qu'il nous offre à avoir nous amènent à avoir d'autres questionnements. C'est véritablement un va-et-vient. Mais en fait, je leur force à se poser des questions qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser. C'est-à-dire quel est le lien entre tel étage et telle pièce, ou entre telle vis et telle pièce. Ils sont obligés de se poser la question en 3D, ce qui n'est pas leur habitude en lisant des documents. Il a commencé finalement à chercher les points communs, les échelles, les dimensions des plans notamment, qui pouvaient être superposés aux vestiges in situ. Et il a pointé un certain nombre d'incohérences d'ailleurs, dans les sources et proposer des solutions. C'est un travail qui n'est pas facile parce qu'il s'agit en fait d'imaginer comment a travaillé le releveur, celui qui a relevé le plan, qui a levé le plan au XVIIe, au XVIIIe siècle par exemple. Quelles sont les erreurs qu'il a faites, comment on peut les corriger, comment on les explique. Et les faire correspondre aussi aux quelques données que les textes nous donnent. Ces erreurs finalement, c'est Laurent Josserand qui les a pointées du doigt et c'est en discutant avec lui qu'on a proposé des solutions qui, du point de vue technique, fonctionnent, du point de vue de l'architecture, fonctionnent et qui sont aussi adéquates à la tradition constructive. Donc il faut que cette solution existe déjà à la fin de l'époque médiévale. Et c'est ce va-et-vient continu entre l'informaticien, entre le spécialiste de restitution 3D, de génie civil, et la réflexion du chercheur et de l'historien d'architecture qui permet d'avancer, de trouver des solutions et d'élaborer le modèle 3D. À côté de ça aussi, on a connaissance, mais là c'est par l'expérience, par l'historique, de ressources architecturales, c'est-à-dire des ouvrages qui existent en France qui contiennent des éléments similaires à l'ouvrage que l'on veut restituer. Réfléchir finalement sur les exemples contemporains
qui ont pu s'inspirer du logis des sept vertus, parce qu'il faut bien prendre conscience qu'un édifice royal, un logis royal vu largement par la cour, a constitué un modèle dans la création architecturale du tout début de la Renaissance. Donc, travailler sur les autres édifices, notamment Châteaudun, Argy, Blois, qui sont juste postérieurs à Amboise, a permis d'approcher le logis des sept vertus, qui a sans doute dû constituer pour eux un modèle. Ça a été le premier défi, de préciser finalement les formes et le décor que le logis des sept vertus pouvait recouvrir. La comparaison avec le château de Blois permet de combler les doutes, de proposer des solutions le cas échéant, et surtout de permettre comme ça de renforcer les liens entre deux châteaux qui, pour autant qu'on puisse le deviner avec l'observation archéologique, ont sûrement été conçus par les mêmes équipes de concepteurs et d'artisans. Puisque à Blois, on a la chance d'avoir conservé une large partie du décor initial, ou en tout cas, puisque Félix Duban, autour de 1844 jusqu'en 1870, a procédé à une restauration la plus documentée et la plus fine possible, on peut, tout en faisant le tri de l'invention, la part de l'invention et de l'observation archéologique de cet architecte, on peut inférer, essayer d'approcher et par syncrétisme, essayer de restituer le décor intérieur tout particulièrement, et des lucarnes aussi, de la sculpture de pilastres, de piliers, de colonnes. On peut essayer de redécorer de façon vraisemblable le logis des sept vertus d'Amboise. C'est donc ce va-et-vient continuel entre des édifices qui sont conservés, contemporains évidemment, proches dans leur esprit de celui que nous restituons, qui permet véritablement de faire avancer certaines des solutions que nous avons retenues. Alors évidemment, toute réponse n'a pas pu être donnée aux questions posées, et bien des aspects encore de la structure, en particulier des décors intérieurs, par exemple des murs. Étaient-ils enduits de badigeons? Ces murs étaient-ils peints? On ne peut pas y répondre de manière immédiate, et c'est plutôt par comparaison avec d'autres recherches, des décors qui existent sur des châteaux contemporains, qu'on peut tenter de trouver des solutions. Je trouve que dans ce projet, ce qui est bien, c'est d'être à la croisée des connaissances, de la recherche, mais de le traduire en faisant appel aux technologies notamment. Le virtuel nous aide beaucoup, mais aussi en faisant appel, s'agissant d'un chantier en cours, aux artisans qui ont, au-delà de la restauration elle-même, à nous transmettre un message sur la richesse de leur métier. Alors, le chantier aujourd'hui en cours à Amboise, c'est un chantier extrêmement important et qui est très intéressant parce que ce chantier, en fait, montre que l'on peut créer des liens entre la recherche universitaire sur ces métiers, sur les métiers du patrimoine, sur le patrimoine lui-même, et puis bien sûr la réalisation, cette communication de la substance à l'égard du public. Nous avons eu la chance, au moment où on achevait la maquette virtuelle, de bénéficier d'un bel exemple de restauration avec la restauration de la chapelle Saint-Hubert. Nous avons eu la chance de voir les artisans spécialistes des métiers d'art, finalement, qui eux-mêmes travaillaient pour l'essentiel avec les outils qui sont ceux de la Renaissance. Donc leur savoir-faire est également précieux pour connaître ces techniques, les difficultés ou la facilité, tout au contraire, par exemple, de tailler la pierre de tuffeau, qui est une pierre calcaire relativement friable qui a été mise en œuvre au niveau du logis des sept vertus. Les ornements sont réalisés pratiquement de la même manière, avec des outils qui ont été conservés. Ils respectent des savoir-faire qui remontent à l'époque médiévale et renaissante. Il y a donc eu un échange avec ses compagnons, tailleurs de pierre, charpentiers, tout à fait passionnant. Alors
Alors, sur la chapelle, on a essentiellement 3 types de pierres. Le tuffeau, qu'on peut voir dans tout ce qui est élévation, sculpture ici ou archivolte. On a également du tercé, qui est pour toutes les pièces soumises aux intempéries, les pinacles, les balustrades, les rampants, parce que le tercé est une pierre moins fragile que le tuffeau, qui résiste mieux aux intempéries. Donc elle peut être mise sur ce qu'on appelle les parties sommitales. Et après on a une troisième pierre qui est le dallage de la chapelle, qui va aussi nécessiter une grosse restauration. Ici spécifiquement, les carrières de tuffeau qui ont servi à construire la chapelle n'existent plus, enfin ne sont plus en activité. Donc on va chercher dans toutes les carrières de tuffeau encore en activité, celle qui va se rapprocher le plus de la couleur du tuffeau d'origine. Parce que les particularités du tuffeau restent les mêmes sensiblement à toute petite variable près dans tous les tuffeaux. Par contre la couleur peut changer énormément. Donc là spécifiquement, il a été choisi le tuffeau de Marigny brisé, donc qui est une carrière au nord de la Vienne. Les outils pour la taille de pierre spécifique, ça reste assez proche de ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire c'est des ciseaux, des massettes, le compas, l'équerre pour tracer et les chemins de fer pour finir les faces. Après pour la pose, c'est pareil, on est sur les mêmes techniques, on a des truelles, des taloches, c'est exactement ce qu'ils avaient à l'époque. Tout est délicat en fait, même si c'est un métier physique et c'est quelque chose justement qui nécessite un petit peu d'énergie physique. Il faut quand même être assez attentionné parce que même si la pierre c'est un matériau dur, la mise en œuvre de la pierre, surtout le tuffeau qui est assez fragile, il faut être assez méticuleux. Parce qu'on casse facilement les arêtes, on peut très facilement casser la pierre et au final il faut la refaire et ça a un coût quand même pas négligeable, donc on ne peut pas trop se permettre. Donc oui, tout est assez... il faut être attentif à peu près tout. Après il y a des pièces effectivement un petit peu plus exceptionnelles comme les réseaux par exemple où c'est très fin. C'est quelque chose quand on fait la pose d'un réseau, on est quasiment en lévitation, on est obligé de mettre le réseau en lévitation avant de pouvoir faire les joints. Donc c'est quelque chose de très méticuleux. Après on a aussi des éléments, quand on change un élément sculpté, de ne pas abîmer la sculpture, de ne pas abîmer... donc, il y a plein de parties qui sont très méticuleuses, mais dans l'ensemble de toute façon il faut quand même être assez méticuleux. Alors les réseaux, donc c'est comme tout le reste de la taille de pierre, on commence par un tracé. Un tracé donc ou à la main ou sur ordinateur, mais ça revient au même. De ce tracé géométrique, parce que nous la taille de pierre c'est vraiment que de la géométrie, on va faire ce qu'on appelle une épure, donc c'est le même tracé mais à échelle 1, qui va nous permettre de sortir ce que nous on appelle des panneaux de joint ou des gabarits. Ça va être des profils de moulure qui vont nous permettre ensuite de tailler les pierres pour exécuter le réseau. Une fois qu'on a ces gabarits, on taille les pierres, on les commande, on les taille. Et après, non, on ne le pose pas à plat pour le relever après, ce serait vraiment pas possible. On est vraiment obligé de le monter comme ça se faisait à l'époque de toute façon. On commence par monter l'élévation, monter les meneaux et après on vient mettre tous les éléments. Une fois qu'on a taillé la pierre, on vient la poser. Donc on la pose déjà sur un mortier de chaux. Donc c'est tout simplement de la chaux, du sable et de l'eau. On vient la poser sur un mortier de chaux et ensuite pour garnir tous les joints, en fait, on va venir couler un mortier de chaux également et on va venir couler les joints qui vont... la chaux va remplir tous les joints derrière, ce qui va faire vraiment la stabilité et la solidité de l'édifice. Tailleur de pierre, charpentier, tout à fait passionnant. Alors, le chantier aujourd'hui en cours à Amboise, c'est un chantier extrêmement important et qui est très intéressant parce que ce chantier en fait montre que l'on peut créer des liens entre la recherche universitaire sur ces métiers, sur les métiers du patrimoine, sur le patrimoine lui-même, et puis bien sûr la réalisation, cette communication de la substance à l'égard du public. La vidéo qui sera présentée du logis des 7 vertus va permettre de redécouvrir les éléments constitutifs de ce logis, c'est-à-dire la rampe cavalière qu'empruntait le roi Charles VIII, puis par la suite François Ier, pour accéder à leur appartement,
Et de cette rampe cavalière, du portique et de la galerie, nous aurons ainsi l'occasion d'accéder à l'intérieur de l'édifice. Pour le chercheur, c'est un support de réflexion pour vérifier si ces hypothèses fonctionnent. Pour le public, cela permet de prendre connaissance immédiatement de l'état de la recherche quelque part, hein, de la restitution que les chercheurs, de l'image que les chercheurs ont en tête. Les travaux des chercheurs finalement n'ont pas vraiment raison d'être s'ils ne peuvent pas être restitués au public. Donc notre volonté est de ne pas s'adresser qu'aux spécialistes et de restituer finalement un patrimoine qui appartient à tout le monde, à toute personne qui s'intéresse à cette période, cette architecture, les passionnés d'architecture, d'histoire. Mais on voulait aussi être au plus près des attentes du public, hein, ne pas se faire d'idées. Et c'est pour ça qu'on a mis la question de la médiation au cœur de Médicis, qu'on a collaboré avec le laboratoire PRIM et que des enquêtes auprès des publics ont été réalisées. L'intérêt du projet était de prendre en compte dès le début le fait que c'était fait pour être montré à un public et pas simplement la réalisation d'historiens ou de spécialistes de la Renaissance qui produisent une reconstitution, mais que cette reconstitution est destinée à être regardée et à être utilisée, bien sûr. Et l'enquête s'est faite de cette manière-là, en fait, pour essayer de voir comment est-ce que les visiteurs sont interpellés par les choses. Et donc, on a essayé de suivre le parcours des visiteurs pour voir comment les médiations les interpellent et comment ils répondent à ces interpellations en s'engageant dans des relations avec les objets qui transforment en fait leur visite. C'était plus comment est-ce qu'ils vont être engagés dans une expérience avec ces outils. En commençant par Amboise, ce projet Médicis, on s'intéresse quand même à une maison des siècles. Il y a beaucoup d'histoire, c'est très chargé en histoire, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un petit château très modeste. L'importance de ce projet pour nous, c'est de pouvoir restituer les éléments qui sont disparus pour qu'on aide le public à prendre la mesure de l'importance du site à l'époque. Sans cette médiation, on y arrive beaucoup plus difficilement. Le projet Médicis est un projet qui est tout à fait dans l'esprit de ce château d'Amboise. Un château où l'on a perdu des grands bâtiments, des bâtiments qui étaient très importants, mais au-delà de l'architecture, c'était aussi les arts décoratifs. Et pour apprécier la substance d'une maison, c'est comme une maison d'habitation. Il n'y a pas que les murs, il y a les décors, ce qui fait aussi la vie d'un monument, ce qui faisait la vie d'un monument, et comme tel, c'est un sujet de recherche particulièrement pertinent. Avec le numérique, avec la restitution en 3D, on a pu aller plus loin, en restituant vraiment le volume de chaque pièce, en travaillant sur les dispositions de la charpente, ce qui n'avait pas été fait par exemple. Et puis encore une fois, en réfléchissant au lien qui peut exister entre architecture et décor. Et en se demandant comment finalement l'architecture aussi s'adaptait à la fonction du lieu et donc au décor, parce que le lieu porte un décor pour répondre à une fonction. L'idée par ces deux films, donc l'un avec le logis nu et l'autre avec le logis paré, était de montrer la transformation finalement qui s'opère. Transformation et richesse aussi du décor. C'est ainsi qu'on peut faire réapparaître les textures qui habillent les murs, le décor. On peut y replacer le mobilier qui donne à voir des ambiances qui immédiatement vont faire comprendre les fonctions des espaces à un large public et vont en quelque sorte l'introduire à travers un état ancien disparu de ces logis.